et se rendre compte qu'il y a des erreurs, des inconsistances ou des problématiques majeures. Donc, on aurait pu adresser avant, parce que sinon, c'est trop tard. Je suis certaine que ça n'arrive pas peut-être beaucoup, mais c'est possible. Donc, commençons parce que il y a beaucoup de matériel et quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est les questions, on peut les réserver pour la fin, s'il vous plaît. Comme ça, on laisse Peggy passer à travers sa présentation et je vais vous demander de fermer les micros pour éviter des bruits dans le background. OK? Merci. Peggy. Oui, merci Hilda. Et une petite information à tous. Ce webinaire est enregistré. Je viens de lancer l'enregistrement, donc voilà, ce sera comme les précédents webinaires, un webinaire qui sera accessible ensuite en ligne depuis le site web de la PMP Francophonie. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est oui. bon. Ouais, okay. Oui. Alors, comme l'a dit Hilda, l'objectif, ça va être de discuter ensemble de la gestion des revues, notamment les revues au sens de la PMP Francophonie, et de voir ce que préconise la PMP Francophonie par rapport aux revues qu'il faut mettre en place lorsqu'on répond à un appel d'offres. Donc, quelle revue mettre en place, à quel moment, et qui doit y participer, avec quel objectif. En préambule, c'est un sujet que j'ai eu envie de présenter parce que dans mon organisation et dans les organisations clientes pour lesquelles je travaille, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, en France aujourd'hui, est assez peu développé par rapport à tout ce qui est préconisé par la PMP. Et ça m'intéressait d'approfondir la question pour voir quelles améliorations mettre en place sur les organisations avec lesquelles je travaille et pouvoir partager avec tous ceux qui sont présents aujourd'hui et bénéficier aussi de vos retours d'expérience sur les revues qui seront mises en place dans vos propres organisations et entreprises. Donc vous verrez à quelques moments, je vous solliciterai aussi pour avoir votre feedback et puis on va se garder un bon quart d'heure, j'espère, à la fin de la présentation pour échanger ensemble sur ce sujet. Donc, première question, c'est quoi une revue? Alors, j'ai précisé au sens de l'APMP et notamment, je me suis beaucoup appuyée pour faire cette présentation sur le Body of Knowledge et l'article qui s'appelle Review Management de l'APMP. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est vraiment une synthèse du contenu de cet article Review Management. Et dans les organisations pour lesquelles moi je travaille, généralement, le terme revue, il est utilisé il est beaucoup associé à des gates de décision, à des jalons de décision. Et souvent, les deux sont confondus en une seule et même revue qui est finalement une revue de décision. Et par rapport à ce qui est dans le contenu APMP, enfin du Body of Knowledge, dans le chapitre Review Management, eh ce n'est pas tout à fait ça qu'on a. Ce qui est vraiment dans la partie Review Management au sens de la PMP, c'est tout ce qui va consister à mettre en place une série d'examens, enfin de revues au sens révision, examen, évaluation. Donc on va évaluer, examiner un contenu particulier. Ces examens, ces revues doivent être structurées et organisées à l'avance. Elles doivent convier les bonnes personnes. On reviendra sur cet aspect-là tout au long de la présentation. Et elles doivent avoir un objectif clair qui va être lié à l'étape du cycle de vente auquel on se trouve. Et ce sera souvent associé à un jalon de décision. Mais comme on va le voir dans la présentation, au niveau de la PMP, il y a bien une dissociation entre les revues qui sont dans le Review Management et les gates de decision qui finalement ne réunissent pas en général les mêmes personnes.
l'objectif de ces revues, ça va être d'améliorer de manière concrète la conformité et l'exhaustivité des réponses, de la réponse, et de faire en sorte d'augmenter la probabilité de remporter l'appel d'offres sur lequel on se positionne. Donc, de façon un peu générale, toutes les revues qu'on va aborder ensemble, c'est des revues qui seront menées, qui seront réalisées par des personnes qui sont un petit peu indépendantes, extérieures à la réponse en elle-même, et qui vont apporter un regard critique extérieur sur le travail qui est en train d'être réalisé. Alors, on va le voir, quelle revue faire et quand, ben, ça va être des revues qui vont pouvoir s'étaler tout au long du cycle de vie, du cycle de vente qu'on a représenté, qui est représenté ici. Delphine avait déjà fait un webinaire sur le sujet du cycle de vente. On retrouve ici hein, les différentes étapes du cycle de vente qui sont présentées dans la PMP. Et finalement, à chacune de ces étapes, va être associée une ou deux typologies de revues particulières. Et on passera d'une étape à l'autre avec un jalon de décision. Donc les revues seront en cours d'étape et permettront d'aboutir à un document final, un livrable final de la phase qui sera examiné lors du jalon de décision qui permettra de dire est-ce qu'on passe à l'étape suivante ou est-ce qu'on arrête ici. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous présente les 9 revues qui sont préconisées par la PMP, je vous propose de prendre une petite minute et je vous invite chacun via le chat à indiquer quelles sont les revues que vous avez l'habitude de mener dans votre organisation. Donc, n'hésitez pas à mettre une liste hein, de toutes les revues qui vous viennent à l'esprit. On se donne une minute à peu près. On va voir après, en fonction au fur et à mesure de la présentation, eh bien, ça permettra de voir si finalement les revues qui sont préconisées par la PMP sont plus ou moins appliquées dans les différentes organisations de chacun. Je pense que tout le monde sait où se trouve le chat. Hein. Si quelqu'un a un doute, n'hésitez pas à demander. Donc, je vois qu'il y a déjà des propositions qui arrivent. Donc, Sandrine, Bid No Bid. Dominique, on a Opportunity Gate, Qualification Gate, Technical Gate, Final Proposal Gate, revue de lancement d'offres, revue de bouclage d'offres. Développement de la proposition et go-no-go pour validation finale, go-no-go pour Aline. Donc, les manuels à premier niveau avec évaluation d'opportunité qui n'est pas systématique. Revue d'opportunité, revue de proposition, revue de négociation pour Camille. Bid no bid, solution workshop, revue finale pour Stéphanie. Deuxième niveau pour Emmanuel avec le développement de la proposition. On retrouve à nouveau Go-No-Go Final Answer Review pour Laurent. Évaluation d'une opportunité jusqu'à la production pour Hilda. Revue de la réponse pour Aline. Revue de lancement, revue technique, design freeze, revue financière, revue de bouclage pour Tajou. On dit bien comme ça, j'espère que je prononce pas de travers le... Je préfère dire le début du nom que la fin. C'est ça, Peggy. Ok, merci. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres personnes en train de saisir des noms de revues. On retrouve du coup hein, des noms un petit peu communs et puis ben, on va voir justement, on va pouvoir faire le lien avec ce qui est préconisé dans la PMP. Je vois la réponse de Dominique qui rejoint ce que je disais tout à l'heure avec des revues qui sont finalement beaucoup associées à des gates. Et on pourrait échanger hein, par rapport à ça, parce que quand je vois Go-No-Go,
C'est aussi plutôt une décision. Il y en a beaucoup qui ont évoqué la revue de Go No Go. Et revue de la réponse. OK. Je vois qu'il y a encore une personne qui est en train de taper. On va attendre une dernière proposition et puis ensuite je vais enchaîner. D'accord, revue qu'on peut mettre en place à partir d'un certain chiffre d'affaires. Alors, merci d'avoir joué le jeu, merci pour ces propositions. Je vais enchaîner sur la suite de la présentation. Et on va voir effectivement qu'à chacune de ces étapes, on a une revue qui est préconisée par la PMP. Je vais passer très rapidement sur les 2 premières étapes, puisque ce sont des revues qui ont lieu en amont de la détection d'une opportunité en particulier. Et je pense que par rapport aux personnes qui sont ici, qui sont plutôt de profil impliqués dans de la réponse à appel d'offres, on va plus être concerné par les revues qui auront lieu à partir du moment où on a une opportunité identifiée. Donc la première revue, qui est une revue pendant la phase d'identification de marché, c'est la revue d'évaluation du marché, qui a pour but d'établir un plan qui va viser à atteindre des objectifs commerciaux spécifiques dans un secteur ou un segment de marché donné. Donc là, ce sont des revues qui sont menées au niveau de la direction commerciale généralement et du management pour évaluer un marché en lien avec la stratégie de l'entreprise. Je passe rapidement sur la seconde revue, le plan de compte, qui est également une revue qui est plutôt menée par les équipes commerciales, qui va avoir pour objectif d'évaluer les plans de vente pour les opportunités potentielles avec les clients majeurs. Donc là, on est sur des revues qui sont classiquement organisées de manière trimestrielle par grands comptes d'affaires et nouveaux comptes ciblés. L'objectif des revues de compte sera principalement de fournir des conseils sur les stratégies de maintien, de croissance et de pénétration des comptes, et puis d'évaluer les progrès réalisés. Donc voilà, volontairement, je ne passe pas plus de temps sur ces 2 revues-là, et j'arrive à la revue des concurrents qui est préconisée au stade de l'évaluation d'une opportunité. Donc dès lors qu'une opportunité est identifiée pour un client donné, donc qui a un besoin donné, eh bien, une des premières revues qui est préconisée par la PMP, c'est la mise en place d'une revue des concurrents. Cette revue, elle a pour objectif de prévoir les stratégies et les solutions potentielles des concurrents. Et pour faire cette évaluation, eh bien, on va faire appel à des experts qui vont pouvoir effectuer une analyse détaillée en équipe de chaque concurrent et également une analyse de votre propre entreprise. Donc, c'est des revues qui peuvent être organisées en plusieurs temps, qui peuvent être renouvelées périodiquement et qui doivent démarrer le plus tôt possible dès qu'une opportunité est détectée. Et les personnes qui vont conduire cette revue seront des membres de l'équipe, principalement bid manager et éventuellement membres de la direction commerciale. Mais également, on va aller chercher des participants, des contributeurs qui sont des anciens employés, consultants ou fournisseurs des concurrents qu'on pressent sur cette opportunité. De façon générale, pour chaque revue, une bonne pratique qui est préconisée, c'est d'identifier une liste de questions qu'il va falloir se poser pour mener à bien la revue. Et je vous en ai mis un exemple ici. La liste n'est pas exhaustive, hein, vous pouvez retrouver une liste plus complète sur le Body of Knowledge. Donc on va se poser comme question quelles sont les forces et les faiblesses des concurrents, quelles sont nos forces et nos faiblesses, quelles sont les stratégies probables que les concurrents vont adopter, comment on peut se comparer vis-à-vis d'eux, notamment quels sont sur les critères de décision du client les éléments de force et de faiblesse que les concurrents et que nous-mêmes pouvons mettre en avant.
comment on va pouvoir surmonter nos faiblesses et quelles actions on va pouvoir mettre en place pour renforcer notre position et avoir une position de leader. C'est vraiment une des revues qui, je pense, est la moins développée, la moins mise en place. Je connais assez peu d'organisations, d'entreprises qui mènent actuellement ces revues. Moi, je commence dans une démarche un petit peu d'amélioration continue à essayer de mettre en place ces revues-là. Et ce n'est pas simple parce que la première question à laquelle on est souvent confronté, c'est déjà de savoir qui sont les concurrents qu'on va avoir en face de nous. Et on ne peut pas répondre à toutes les questions qui se posent ici si on n'a pas déjà une idée un peu précise des concurrents qu'on aura en face de nous. La revue suivante, alors la phase d'évaluation d'une opportunité, elle va déboucher sur un jalon qui va permettre de définir est-ce qu'on veut approfondir ou pas, est-ce qu'on a priori on pense se positionner sur cette affaire ou pas. Si la réponse est oui, on va passer au stade du plan d'opportunité, capture planning, et pendant cette phase de capture planning, on va avoir des revues qui seront des revues du plan d'opportunité. Alors, je l'ai appelé comme ça. On a un chantier en parallèle qui est un chantier de traduction, notamment du glossaire. Alors, les termes que j'ai utilisés sont peut-être des termes qu'on pourra rediscuter ensemble, qui ne sont pas des termes que vous auriez utilisés. Le terme anglais, c'est capture planning par rapport à cette revue-là. Donc, capture planning review. Donc, on pourra ensemble trouver la manière de traduire capture planning. Il y a peut-être plusieurs façons de le traduire. L'objectif ici, ça va être d'examiner la stratégie de gain qu'on va mettre en place et on va chercher à évaluer efficacement la probabilité de gagner, la probabilité que le client abandonne finalement l'affaire, décide finalement de ne pas donner suite. Donc ça va permettre de définir aussi l'effort qu'on va vouloir mettre en place qui pourrait être lié à la fois à la probabilité de gagner et à la probabilité d'abandon du sujet par le client. L'objectif, ça va être de convenir d'un plan d'action pour augmenter la probabilité de gagner. Et on va pour ça examiner les différentes solutions probables et puis essayer d'évaluer chacune des solutions, à la fois pour s'assurer qu'elles correspondent aux exigences et aux points sensibles du client, et puis par rapport à tous les scénarios, à toutes les stratégies possibles, essayer d'évaluer laquelle nous permettra d'obtenir le nombre de points maximum par rapport aux critères d'évaluation du client, et donc laquelle nous mettra en meilleure position pour remporter cette consultation, cet appel d'offres. Et au-delà de ça, quelles sont les actions qu'on va devoir mettre en place pour encore améliorer cette position et pour avoir encore plus de chances de gagner l'affaire. Donc, c'est des revues qui peuvent être menées plusieurs mois avant la sortie officielle d'un appel d'offres, avant la sortie du cahier des charges, du dossier de consultation. Dès lors qu'on a connaissance d'une opportunité, on peut démarrer ce travail et donc le délai va varier suivant la taille du projet et si on est sur un marché public-privé. Mais dans la PMP, ils préconisent dans certains cas de démarrer même 18 mois à l'avance avant la sortie du dossier de consultation. Pour mener ces revues, on va retrouver un petit peu, comme je l'évoquais tout à l'heure, une équipe qui va être constituée de personnes qui seront indépendants de l'équipe chargée de rédiger la proposition. C'est des personnes qui seront indépendantes, mais c'est des personnes qui devront connaître relativement bien le prospect et également vos offres, vos capacités et celles de vos concurrents. Donc le choix des personnes qui mèneront ces revues est important et il faut s'assurer aussi de leur disponibilité et de leur capacité à pouvoir mener ces revues dans l'objectif qui est fixé.
de détecter des actions, d'identifier la meilleure stratégie et les actions à mettre en place pour améliorer encore sa position. Donc là aussi, on va se poser toute une série de questions. Notre stratégie répond-elle aux besoins et aux exigences du client? Notre stratégie offre-t-elle une discrimination claire par rapport aux approches probables de nos concurrents? Nos plans d'action nous permettront-ils d'atteindre la position privilégiée par le client? Notre stratégie est-elle simple et facile à comprendre du point de vue du client? Voilà, etc. Vous voyez, on retrouve le terme stratégie dans toutes les questions. On est vraiment là au cœur de la définition et de la validation, de l'évaluation de la stratégie de réponse. À l'issue de cette phase, de ce plan d'opportunité, on va avoir deux principaux livrables qui seront le plan d'opportunité dans lequel on aura un petit peu décrit toute cette stratégie, et puis la stratégie de pricing également qu'on aura ébauchée. Est-ce qu'on envisage d'avoir une approche low cost, en visant le prix le plus bas? Est-ce qu'on envisage d'avoir une approche plutôt qui va privilégier la qualité du service et un prix qui sera pas forcément dans les prix les plus bas, par exemple? Après, on peut voir ça sous plein d'angles différents. La revue suivante. Ici, stratégie. Ouais, voilà. La revue suivante, c'est la revue qui aura lieu pendant la phase de proposal planning, que j'ai traduit en plan de proposition. Et donc, la revue s'appelle la revue du plan de contenu. La phase de plan de proposition, elle va consister finalement à définir l'organisation qui sera mise en place et tous les éléments d'entrée dont on va avoir besoin pour développer la proposition, pour rédiger la proposition. On va avoir dans cette phase de plan de proposition des livrables qui seront le plan de stratégie de proposition, qui sera basé sur le plan d'opportunité, mais qui va venir renforcer ce plan d'opportunité en indiquant, en précisant la matrice de responsabilité sur la proposition, qui doit faire quoi, à quel endroit, et qui va venir préciser aussi les grandes lignes du contenu de la proposition, et puis qui va initier une ébauche de matrice de réponse, de feuilles de style, de plans de contenu, de budget de proposition, d'executive summary, de planning de tâches pour l'élaboration de la proposition et la trame de la proposition en elle-même. Donc tout ça, ce sont les principaux livrables du plan de proposition. Et l'un de ces livrables majeurs, c'est le plan de contenu. Et la revue du plan de contenu va consister à évaluer la stratégie de la proposition. Donc, quand on parle de stratégie de proposition, c'est quelle histoire on raconte, quel message on veut faire passer, comment on va décrire notre solution, quelles preuves on va apporter sur notre capacité à faire et notre savoir-faire. Et le but est de garantir la compétitivité, la conformité, l'exhaustivité, la précision et l'alignement de la réponse sur les exigences, les besoins et les points sensibles du client. Donc, point sensible, là aussi, c'est un terme traduit. Dans la PMP, il parle beaucoup de hot button. Là aussi, on peut traduire ça de différentes manières dans les différentes organisations. L'objectif de cette revue, ça va être de viser là aussi l'amélioration de l'offre. Donc, par rapport à ces premiers livrables qui ont été initiés par les membres de l'équipe, eh bien, l'équipe de revue, qui sera à nouveau constituée de membres indépendants de l'équipe de réponse, va apporter un regard extérieur et fournir des directives concrètes à l'équipe pour améliorer ce plan de contenu. Donc là, on va se poser des questions comme existe-t-il, est-ce qu'il y a bien une ébauche d'executive summary qui a été faite? Est-ce qu'elle fait passer les messages clés sur la base du plan de contenu? Est-ce que notre réponse est conforme à l'appel d'offres? Est-ce que la stratégie gagnante qui a été déterminée en amont se retrouve bien et bien renforcée dans le plan de contenu? Est-ce que l'espace qui est alloué à faire passer les messages clés est bien prédominant?
Est-ce que les sections seront-elles, la structuration de la proposition et des différents volumes fait que les sections seront faciles à évaluer? Par rapport aux critères d'évaluation des clients, est-ce qu'il va bien pouvoir retrouver facilement pour chaque critère les réponses à ce critère à un endroit clairement identifié, etc. etc. J'ai mis 4-5 exemples de questions, mais il y en a beaucoup plus qui sont disponibles, encore une fois, sur Body of Knowledge. On arrive au cœur de la phase de réponse à appel d'offres et à la partie rédaction proprement dite de la proposition. Pendant cette étape de développement de la proposition, on va avoir une revue de proposition finale qui va avoir pour objectif de déterminer la conformité, la discrimination et l'alignement avec la mission, les besoins, les exigences, les problèmes et les points sensibles du client. Et là aussi, les évaluateurs, les examinateurs qui vont conduire cette revue ont comme objectif de fournir à l'équipe de réponse des directives concrètes pour améliorer la réponse. Généralement, cette revue, elle est conduite, on va dire 10 à 20% de temps avant la date limite de soumission des offres, et elle peut être précédée de revues partielles, de revues thématiques sur le plan de contenu, sur les visuels, sur l'executive summary. On a plusieurs approches possibles de revues intermédiaires qui peuvent être menées. On retrouve au niveau des participants, des membres de cette équipe de revue, à nouveau des examinateurs indépendants qui vont chercher à imiter l'équipe d'évaluation du client. Et idéalement, pour éviter d'avoir un brouillage des messages qui peuvent être remontés à l'équipe de réponse, il est conseillé que les examinateurs, les évaluateurs qui participent à ces revues aient également participé aux revues précédentes. Donc, les questions qu'on va se poser ici, c'est par exemple, est-ce que la proposition présente efficacement notre offre? Est-ce qu'elle est convaincante? Est-ce qu'elle est vendeuse? Est-ce que tous les volumes ou sections comportent des résumés qui font le lien entre le besoin et la solution? Est-ce que la proposition contient suffisamment d'éléments visuels? Est-ce que les visuels sont autonomes? Là, ça fait référence à un autre sujet qu'on pourra peut-être un jour aborder, qui est le sujet des action caption, donc des légendes informatives. Je ne sais plus comment on avait défini le terme au dernier webinaire. On va aussi se poser la question, est-ce que les pages ont un aspect propre et professionnel? Est-ce que notre prix est clairement énoncé, justifié et crédible, etc. etc. Je crois que sur cette partie-là, c'est là où il y a le plus d'exemples de questions qui peuvent être posées, qui sont développées dans le Body of Knowledge. Pendant cette phase de développement de la proposition, on va avoir un deuxième type de revue qui va également pouvoir être menée, qui est la revue de rentabilité de l'affaire ou revue de direction. Il peut y avoir les deux noms. L'objectif ici, ça va être, et là on va être sur une revue qui va être très proche d'une gate, d'une revue de décision, puisque l'objectif, ça va être d'approuver la stratégie de tarification finale et tout élément nécessitant de l'approbation de la direction avant un go pour soumission de l'offre au client. Donc, toutes les approbations doivent être terminées au moins en même temps que l'examen du document final, de la revue du document final qu'on a vu avant. Et dans cette revue, on va retrouver à la fois le responsable d'appel d'offres, le responsable commercial et puis des représentants des directions concernées. Je pense que cette revue, elle est vraiment, pour le coup, très proche et commune. Alors, on va avoir les mêmes participants que la gate, la revue de gate, de décision de bouclage d'offres. Les questions qu'on va se poser, c'est quels sont nos engagements, les hypothèses prises, les risques identifiés, comment sommes-nous positionnés vis-à-vis du client, de la concurrence, quels sont les coûts prévus, quel est le prix de vente, quelle est la rentabilité de l'affaire. L'objectif est d'obtenir une validation de la direction sur ces éléments pour avoir un go pour remettre l'offre au client. Avant-dernière revue qui est pendant la phase de négociation. Donc, on a remis à la fin de la phase de développement notre première offre au client, et on est dans une
phase de négociation pendant laquelle il peut y avoir des soutenances, pendant laquelle le client peut poser des questions, nous demander d'ajuster et de renvoyer une nouvelle proposition, voire plusieurs nouvelles propositions. Et en parallèle, alors plutôt, on va voir, ça va se faire en 2 fois. En parallèle de cette phase de négociation, pendant cette phase de négociation, on va avoir, alors c'est pas une, c'est généralement 2 revues que j'ai traduit en revue des leçons tirées, mais on utilise souvent des termes anglais, post-mortem ou revue de, je sais plus, win-lost, ce genre de noms qui sont utilisés également, qui sont des noms anglais, mais qu'on utilise également, je pense, beaucoup au niveau des entreprises, des organisations françaises. Donc, généralement, ce qui est conseillé, c'est d'avoir une première revue qui sera juste après la soumission de la proposition. Et ensuite, une deuxième revue qui sera après le débriefing, une fois qu'on aura l'information, si on a été retenu, si on a gagné ou si on a perdu l'affaire. Et l'objectif de ces revues va être d'examiner l'exécution du processus de réponse et de recommander des améliorations spécifiques qui peuvent être apportées, si besoin, pour les réponses suivantes. Donc pour ça, il faut s'assurer que les raisons de la victoire ou de la défaite sont bien comprises. Donc pour réussir à avoir obtenu l'information et une information fiable auprès du client. Et ces informations vont nous permettre de corriger des déficiences en termes de processus ou d'approche de réponse, et puis de répéter les bonnes pratiques finalement qu'on peut retenir, qui ont pu ressortir lors d'une réponse et qu'on va pouvoir réappliquer sur des réponses suivantes. Donc là, on va retrouver des membres à la fois de l'équipe de réponse et puis du management également. C'est important que le management soit impliqué sur ces revues. Les questions qu'on va se poser, c'est quel point on fait la différence vis-à-vis des concurrents, qu'est-ce que le client a apprécié dans notre proposition, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. En termes d'organisation, qu'est-ce qui a bien ou mal fonctionné, quelle amélioration peut être apportée la prochaine fois. Donc on est sur des questions qui n'ont pas pour objectif de chercher des coupables ou de souhaiter. Hein. C'est vraiment une approche qui doit permettre collectivement de se mettre dans une démarche d'amélioration continue et de voir qu'est-ce qui a bien marché et qu'on a intérêt à reproduire et qu'est-ce qui a moins bien marché et qu'on devrait essayer de faire différemment la fois d'après. Et puis enfin, dernière revue, la revue qui... voilà. La revue de projet qui a lieu, qui sont des revues périodiques, qui ont lieu une fois que le projet a démarré, qu'il est en production. Et ces revues vont avoir pour objectif de s'assurer qu'une organisation respecte les étapes et atteint les objectifs qui sont promis dans la proposition. Donc ça va être essentiel pour pouvoir établir un historique des performances passées réussies auxquelles on pourra se référer pour les réponses futures. Généralement, c'est des revues qui sont périodiques. Dans les organisations pour lesquelles je travaille, c'est souvent une revue qui est faite à la fin du projet, quand on approche de la fin du projet. C'est des revues qui sont menées conjointement entre des membres de l'équipe projet et des membres de l'équipe de réponse. Et concrètement, on va se poser comme question comment se passe le projet, est-ce que le client est satisfait, quelles sont les éventuelles difficultés rencontrées, et puis est-ce que finalement la solution qu'on a vendue, c'est bien celle qui a été mise en œuvre, est-ce que le planning et les charges qu'on avait prévues en phase de réponse ont bien été tenues et respectées, etc. On a balayé de façon assez rapide l'ensemble des revues qui sont préconisées, et je terminerai par 2 slides. Un slide ici où on va partager 10 idées fausses qui sont malgré tout assez courantes, et puis ensuite on terminera par 5 bonnes pratiques à retenir. Donc les 10 idées fausses, la première, les revues ne sont qu'un exercice de vérification.
Ça, c'est faux. C'est des examens qui sont vraiment essentiels pour gagner des marchés. C'est des examens qui ont un impact direct sur l'amélioration du gain, de la probabilité de gagner des affaires. Les revues ont peu de valeur. Là aussi, c'est faux puisque bien souvent, une bonne revue ou une bonne organisation des revues va permettre de faire la différence, va permettre d'apporter le petit plus qui va permettre de faire la différence entre des offres concurrentes qui sont relativement... généralement, on a des concurrents, on a un écart qui n'est pas très important entre nous et les concurrents. On a des concurrents qui sont capables de faire de belles réponses également. Donc, il va falloir aller chercher le petit plus qui va faire la différence. Et c'est souvent au travers de ces revues qu'on peut avoir ce regard extérieur qui va nous permettre d'avoir ce petit plus. Une revue tardive dans le cycle de réponse est acceptable. L'objectif d'une revue, c'est de pouvoir identifier des axes d'amélioration. Donc, si on l'a fait trop tardivement, l'équipe n'a pas le temps d'intégrer les remarques et de faire évoluer le contenu de la proposition ou le contenu des livrables. Donc, il faut toujours planifier suffisamment à l'avance la revue pour laisser le temps à l'équipe de réponse de prendre en compte les préconisations qui sont faites. Vous pouvez réduire les revues pour laisser plus de temps au rédacteur. Alors, là aussi, c'est pas une bonne pratique puisque l'objectif de ces revues va aussi permettre d'orienter les rédacteurs dans la bonne direction. Donc, si vous laissez le rédacteur sans revue, eh bien, il y a des chances qu'il parte dans une direction qui ne sera pas la bonne. Les revues peuvent être planifiées rapidement et facilement. On est également sur une des fausses puisqu'on l'a déjà évoqué. La gestion de ces revues peut prendre du temps, peut solliciter de faire intervenir des personnes qui ne vont pas forcément être faciles à trouver ou faciles à mobiliser. Donc plus on s'y prend tôt, plus on aura les bonnes personnes qui pourront participer à ces revues. Tout le monde peut être un bon réviseur. Alors, certains examinateurs sont meilleurs que d'autres et trouver le bon réviseur, la bonne personne pour évaluer le contenu qui est à évaluer peut être difficile à trouver. Donc, c'est à chaque organisation d'identifier les personnes qui sont les mieux à même de mener ce type d'activité et de réussir à avoir un sens critique et de restituer leur analyse sous forme de conseils pragmatiques et efficaces, parce que le but, c'est pas de tout reprendre à zéro et c'est pas d'aller chercher des petits détails qui ont peu d'importance à modifier, c'est vraiment de pouvoir se concentrer sur les éléments qui vont apporter une réelle valeur ajoutée. Le responsable de la réponse doit mener la revue. Je pense qu'à travers de chaque revue qu'on a participé, je crois que le terme indépendant a été là quasiment à chaque fois ou presque. On a besoin d'avoir un regard indépendant, un regard extérieur pour pouvoir mener ces revues. Donc généralement, il est plutôt préférable que ce soit une personne qui n'est pas la personne en charge de mener, qui n'est pas le responsable d'appel d'offres qui mène cette revue. Les dirigeants ne doivent pas faire partie de l'équipe de revue. Là aussi, c'est pas une bonne pratique conseillée. Les dirigeants sont des éléments essentiels de l'équipe de révision. En général, ils ne sont pas arrivés à leur poste par hasard et c'est des personnes qui ont une connaissance d'ensemble des offres, de la concurrence, de la stratégie de réponse d'une entreprise qui va faire qu'ils vont avoir un regard tout à fait critique, tout à fait intéressant. Et en plus, ils vont montrer des signaux d'engagement. Puisque quelque part, si eux-mêmes ne s'engagent pas, ne s'investissent pas dans ce type d'activité, pourquoi l'équipe le ferait? Les experts sur les sujets concernés ont des choses plus importantes à faire. Là aussi, c'est des choix hein, évidemment qui sont faits, mais si la solution technique ou de gestion est faible,
votre organisation, elle risque de perdre l'affaire. Les experts vont avoir un regard essentiel pour évaluer le contenu. Donc, il faut réussir à trouver des experts à la fois qui participent à la réponse et puis des experts qui ne sont pas aussi impliqués sur la réponse pour avoir un regard extérieur. La revue de l'offre financière n'a pas besoin d'être aussi attentive que le reste. Je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous convaincre de ça. Les offres financières doivent être examinées pour garantir la qualité des soumissions, pour garantir la cohérence et s'assurer que ce qu'on a dans les différents documents de la proposition est bien cohérent, pour s'assurer que c'est bien aligné avec les objectifs en termes de rentabilité de l'entreprise, etc. Donc là, l'objectif est principalement de faire en sorte qu'on ne va pas soumettre quelque chose qui n'a pas de sens et qui n'est pas aligné avec les résultats attendus de l'entreprise, qu'on n'est pas en train de vendre quelque chose à perte ou qui ne serait pas cohérent avec ce qu'on vise. Donc ces 10 idées fausses, on pourra en discuter après, je ne sais pas si vous les partagez ou pas. Juste avant de vous laisser la parole, je vois l'heure qui avance, 5 points clés à retenir. Le premier, planifier suffisamment tôt les revues pour pouvoir avoir le temps d'intégrer les commentaires des réviseurs. Associer à chaque revue un leader expérimenté qui va pouvoir donner finalement guider le travail qui va être fait par tous les membres de l'équipe de révision. Les organisations doivent conserver la même équipe de base pour toutes les revues, donc conserver un socle de personnes pour l'ensemble de ces revues, et puis à chaque revue, éventuellement, vous pourrez faire intervenir des experts ou membres qui apporteront un regard complémentaire. La plupart des revues, on l'a déjà évoqué, sont associées à un jalon de décision du cycle de réponse. Donc, organiser les revues autour des résultats souhaités et ayez en tête à chaque fois que le but, c'est vraiment de chercher à améliorer la qualité de la réponse. Et dernier conseil qui pour moi est un des plus importants, la revue peut être adaptée au contexte de l'offre et il est plus important de respecter les principes des revues que d'être limité par le mécanisme de revue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on vise, c'est vraiment la finalité, améliorer la qualité de l'offre, améliorer le positionnement pour arriver en position privilégiée vis-à-vis du client. C'est ça qu'il faut avoir en tête et pas nécessairement d'avoir un processus très complet, très détaillé, très précis qu'on va avoir du mal à suivre. Je vous remercie pour m'avoir écouté pendant ces 45 minutes. Ça a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais, mais je pense qu'on peut quand même se prendre quelques minutes là, pour échanger sur le sujet et puis voir quelles sont les questions que vous vous posez. Oui, merci Peggy. Évidemment, c'est un sujet très, très riche et on pourrait passer beaucoup de temps à en parler. En principe, la session finalise, notre séance finalise à 1h45. Peut-être on peut déborder un peu jusqu'à 14h. Et j'aimerais savoir s'il y a des gens qui peuvent rester et s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires ou des expériences à partager avec le reste de cette communauté concernant les revues. J'ai une petite question. Oui, Tachou. Ok, bon, Peggy, je te remercie pour cette présentation que je trouve très complète. Ma question, c'est que, est-ce que ces revues, est-ce qu'ils sont applicables sur tous les types de projets? Alors, d'un point de vue financier et puis d'un point de vue planning. Parce que, moi, je trouve que si on respecte bien ces revues, on va bien répondre à l'appel d'offres, mais ça prend du temps et puis ça a un coût. Sur des projets, on va dire qu'on va répondre sur des projets, on va dire chez Bouygues, moi j'ai travaillé sur des projets à 1, 2 millions jusqu'à 100 millions d'euros. C'est l'ingénieur étude de prix qui fait beaucoup de choses. Et quand tu travailles sur des projets
avec un chiffre d'affaires plus important, automatiquement, on met plus de monde et puis il y a beaucoup plus de revues. Après, là, je prends, par exemple, si je travaille sur des plus petits projets, on va dire des travaux d'agence, où on fait des réflexions de voirie, je pense que on peut difficilement mettre en place tous ces revues. Peut-être on le fait, mais pas de façon formelle. Oui, c'est une vraie question et c'est pour ça que j'ai posé la question au début de quelle revue était menée dans les différentes organisations. Ce que dit la PMP sur le sujet, c'est que l'objectif, c'est pas forcément de mener toutes ces revues. Finalement, chaque organisation va parfois choisir de mener certaines revues et pas d'autres. La question, elle n'est pas forcément liée à la taille du projet. Elle va plus être liée à la typologie de l'affaire et au niveau stratégique de l'affaire, à l'importance que l'affaire va représenter. Est-ce qu'elle est alignée avec la stratégie commerciale? Est-ce qu'elle est dans le business as usual? Ou est-ce qu'on est sur le développement d'un nouveau type d'offre? Quel est le niveau de concurrence? Est-ce qu'on est sur un sujet où on va avoir une concurrence très, très forte? Donc c'est finalement ces questions-là qu'il va falloir se poser. Alors, c'est mon avis personnel, hein, mais oui, peut-être que d'autres ont un autre avis et n'hésitez pas à rajouter, évidemment. Mais c'est ces questions-là qui vont se poser et qui doivent, à mon sens, conduire le bid manager, la personne en charge de la réponse, à définir collectivement avec son équipe quelles sont les revues qui vont être mises en place. Plus on aura un niveau de concurrence élevé, plus on sera sur une affaire stratégique, plus l'effort qu'on va mettre, évidemment, sera important. Par contre, si on est sur une proposition où on connaît parfaitement le client, où on connaît parfaitement, on a une position leader, on a peu de concurrence, on va forcément aménager ces revues et probablement les alléger. Mais ça me fait penser finalement à ce que quand j'étais côté projet, aux questions qu'on se posait quand on a décidé de mettre en place une démarche CMMI. Donc, on a décidé d'industrialiser la réalisation des projets et gagner en maturité. Et c'est souvent le même constat quand on a une organisation qui a un niveau de maturité qui est, on va dire, plutôt dans les niveaux 1 et 2 sur 5. On ne voit pas l'intérêt de ces revues-là. Et en fait, plus on monte en maturité, plus on se rend compte que ce temps qu'on va passer sur les revues, effectivement, il a un coût, mais ce n'est pas forcément du temps perdu, parce qu'il va avoir des vraies retombées sur le résultat. Et peut-être qu'il faudra, plutôt que de répondre à 10 réponses, ne répondre qu'à 8, en choisissant bien les 8 sur lesquels on a le plus de chances de gagner. Et le temps qu'on va économiser en ne répondant pas aux 2 autres, eh bien, ce temps-là, on va pouvoir l'utiliser sur la planification de ces revues on va répondre qu'à 8 sur 10, mais on va faire en sorte que sur ces 8, on ait plus de chances de gagner. Et à l'arrivée, le win rate, le win ratio sera plus important. Et je pense que ça peut être un cercle vertueux. Forcément, ça se met en place petit à petit. On ne peut pas du jour au lendemain passer de 0 revue à 9 revues. Enfin, je ne pense pas qu'il y en ait 0 non plus, mais passer, on va dire, de 3 revues à 9 revues. Et 3 revues menées souvent par la même équipe que l'équipe qui répond à 9 revues avec des personnes indépendantes. Donc, ça doit se mettre en place progressivement. Delphine, Hilda, Sandrine, je ne sais pas si vous avez un avis, ou même parmi les autres qui sont là. Peggy, tu as mentionné un élément que c'est très important dans la préparation de réponses à des appels d'offres, que c'est, quand on travaille avec une entreprise, que c'est le niveau de maturité de l'entreprise. Et c'est évident qu'une entreprise plus mature, avec des projets plus complexes, a besoin d'avoir plus de revues. Et c'est vrai que tu ne peux pas, d'un jour à l'autre, ajouter toutes les revues recommandées parce que
à l'intérieur de l'entreprise, de la société, ils ne seront pas prêts pour faire tout ça. Il n'y aura pas le monde. Il y aura de la résistance. Il sera considéré peut-être que ce n'est pas nécessaire, que tout le monde est trop occupé et que c'est simplement une étape qu'on peut sauter parce qu'il faut être lean. Donc, tout à fait, je pense que c'est un cas par cas et l'entreprise doit établir ses règles aussi. Moi, j'avais une question peut-être un petit peu pour tout le monde. Donc, tu as mentionné, Peggy, qu'il y a donc des revues où tu as l'équipe qui va vraiment s'occuper de faire la réponse. Et puis, tu as tout un tas de personnes qui sont indépendantes de la réponse. Et si vous avez des astuces pour avoir ces personnes en fait, qui soient assignées, parce que souvent, c'est des personnes qui vont faire ça en plus de leur mission, donc ils sont assignés à certaines autres missions ou d'autres réponses. Comment réussir à avoir l'attention et le temps de ces personnes-là pour venir dans ces revues? Je ne sais pas si vous avez des astuces, des bonnes pratiques à partager. Bon, je peux donner moi mon sentiment par rapport à ça, mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut distinguer les personnes de ton entreprise, de ton organisation, et les personnes extérieures à l'organisation. Pour celles qui sont internes, je rejoins ce que disait Hilda tout à l'heure. En fait, ça doit être soutenu par une volonté de la direction. Et dès lors, eh bien, c'est finalement un peu la même chose que mobiliser des personnes pour contribuer à la production de la réponse. Dès lors que cette organisation de revue, de relecture, de vérification indépendante est poussée par la direction, et ben, de même que les personnes de production qui vont mobiliser des experts pour l'avant-vente, et ben, seront aussi sollicités pour pousser des experts, mais pas pour répondre directement, mais pour avoir ce regard extérieur, ce regard de relecteur, de réviseur. Pour les entreprises externes, là, c'est un peu différent. Ça dépend peut-être des partenariats qui peuvent être noués. Dans les exemples qui sont cités, mais il propose d'aller chercher sur LinkedIn des retraités qui ont pu travailler dans l'entreprise pour leur demander de participer à 3 réunions d'1 heure. Ça peut être une piste. Et puis après, ça peut être des consultants qui sont... Moi, je vais par exemple là intervenir sur une prestation pour un client où je vais jouer ce rôle. Donc, ça peut être une prestation sous-traitée, éventuellement sur des personnes qui ont une expertise sur un sujet donné, et puis qui vont être des personnes auxquelles on va faire appel avec une prestation sous-traitance. Ça peut être ça aussi. Voilà, je ne sais pas si d'autres ont des idées. Enfin, des commentaires après, ouais. Nous enfin, je sais que dans mon organisation, on fait comme M. Jourdain faisait de la prose, on fait sans le savoir. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout formalisé, et donc il y a quand même des bonnes pratiques qu'on ne fait pas. Non, par contre, une chose qui marche à peu près bien, c'est quand on est dans un groupement, enfin avec des partenaires, souvent il y a quand même naturellement une revue croisée qui se fait. On revoit la production de notre partenaire et lui il revoit notre production. Donc il y a ce côté quand même indépendant et à la fois motivant. Enfin, disons, ça se fait naturellement parce que chaque membre du groupement est motivé pour remporter l'offre. Mais sur des offres qui sont faites uniquement portées par l'entreprise en interne, nous malheureusement, enfin, la revue se fait, mais c'est pas formalisé. C'est fait par les gens qui sont partie prenante. Alors, qui heureusement ont une bonne expérience, donc qui arrivent à avoir un retour qu'on manque de formalisation en effet. Enfin, du coup, si personne d'autre réagit à ça, j'avais une question de mémoire de ce que j'ai lu. Alors, je suis jamais vraiment rentré dans le détail, j'ai pas encore lu dans le body of knowledge. J'ai vu que la PMP il donne des couleurs au nom des revues.
Si j'ai bien compris, ça correspond à des contenus. Alors, tu l'as pas du tout évoqué, c'était un choix ou c'était... Alors, ouais, c'est un choix. L'APMP donnait des couleurs. Et en fait, Ah, c'est fini. l'utilisation des couleurs tend à disparaître. Et dans la version en ligne aujourd'hui du Body of Knowledge et dans ce chapitre Review Management, cette notion de couleur n'est plus du tout utilisée. D'accord, j'ai pas vu. C'est plutôt dans des forums que j'en entendais parler. Ouais, tu fais peut-être référence à des bouquins comme ça. Hop. Ouais, là, Les vois pas guides l'écran, mais, HIP. non, enfin, ouais. C'était dans des forums où voilà, les gens évoquaient des revues vertes, roses, rouges, je sais plus les couleurs. Et du coup, quand on n'est pas initié, c'était un peu compliqué de rentrer dedans, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont abandonné ces couleurs. Parce que c'est finalement la Red Review, Green Review, Pink Review, Black Review, Black Hat, Blue Hat, bah, ça parle qu'aux initiés. Faut vraiment connaître le truc pour savoir que la Red Review, c'est la revue de la proposition. Donc, je pense pour ces raisons-là qu'ils ont abandonné les noms des couleurs et qu'ils les ont remplacés par des noms plus explicites. D'accord, c'est très bien. Ouais, c'est vrai qu'avant, c'était des couleurs qui étaient données à ces équipes. Et avant, c'était, alors j'ai l'impression, ça fait partie dans le Body of Knowledge, souvent il y a une section à la fin de chaque article qui est nouvelles tendances. Avant, ces revues étaient menées vraiment, les personnes se réunissaient physiquement sur des créneaux donnés pour faire collectivement la revue sur le sujet donné. Et de plus en plus, on va vers des revues qui se font de manière virtuelle et des revues qui sont fragmentées. Plutôt que d'avoir une équipe mobilisée une journée complète sur une revue donnée, eh bien le travail va être morcelé en petites parties et va être étalé et va se faire de manière beaucoup plus virtuelle. C'est ce qui ressort des tendances qui sont indiquées. D'accord. Il est déjà 14 heures. Je pense que même si on pourrait passer, comme j'ai mentionné avant, des heures et des heures de plaisir à échanger sur les différentes revues, les expériences qu'on a vécues et ce qui est recommandable et les problématiques qu'on rencontre, il faut qu'on ferme la session. Et oui, le prochain webinaire, c'est moi. On va parler de la synthèse décisionnelle, soit l'executive summary, et comment préparer une synthèse décisionnelle, ce qui est recommandable ou recommandé, et les pratiques, etc. Donc, merci à tous pour nous avoir accompagnés dans cette quatrième webinaire et à tantôt pour le 7 mai. Et si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse. C'est ça. Et si vous avez. gmail.com. Et si vous voulez continuer avec la discussion avec Peggy, vous pouvez la joindre. Voilà, si vous avez d'autres questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me contacter sur le sujet ou à contacter toute l'équipe de la PMP Francophonie. Parfait. Et en fait, je pense que pour conclure, vraiment, je vous remercie tous de votre attention. Et c'est pas un sujet sur lequel je suis experte, c'est un sujet que j'avais envie de découvrir et j'avais envie de partager cette découverte avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à réagir et à aussi remonter par mail ou sous la forme que vous souhaitez les conseils que vous pourriez avoir ou votre retour d'expérience sur ce qui marche bien chez vous et que vous conseillez. Je suis moi aussi preneuse de ces retours. Et je pense qu'on l'est tous ici. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir.